C'est une soirée exceptionnelle. On l'a organisée presque comme ça, spontanément, j'allais dire instinctivement, lorsque nous avons appris il y a quelques jours la disparition de Claude Lévi-Strauss, qu'on avait beaucoup fêté pour son centenaire il y a un an. Nous avons considéré au Monde que c'était une manière de lui rendre hommage, visiter, revisiter son œuvre. Je n'ai pas l'audace de penser qu'en une petite heure et demie, on va retraverser tout ce travail, toute cette intelligence, à la fois et ses voyages et ses écritures et cette sensibilité, le sensible et l'intelligible, comme il disait lui-même à propos de la pensée structuraliste. Mais comme vous allez entendre, je suis entouré quasiment de savants, jeunes et moins jeunes, ceux qui ont fait déjà beaucoup de choses. Si Jean, je pense qu'à votre manière, vous êtes un savant. Et pour pouvoir justement revisiter et approcher cette œuvre avec des invités qui ont connu Claude Lévi-Strauss, qui l'ont rencontré, qui ont travaillé avec lui quelquefois. Donc je me tourne vers vous, Françoise Héritier. Vous avez un nom presque prédestiné quand on parle de Lévi-Strauss et vous, puisque vous lui avez d'une certaine manière succédé au Collège de France. Vous avez été la première femme anthropologue reçue au Collège de France, la deuxième femme, je crois, après Jacqueline de Romilly. Vous avez aussi évidemment suivi très, très tôt, je crois, les séminaires de Claude Lévi-Strauss, notamment un sur la chasse rituelle à l'aigle dans des tribus indiennes d'Amérique du Nord. Hein, vous me direz si je suis le moins savant de nous tous, donc vous me corrigerez évidemment. Donc Françoise Héritier, on vous connaît aussi pour votre œuvre sur la parenté, très importante, masculin et féminin, et ce travail en 2 tomes a été régulièrement réédité. Je me tourne vers le jeune anthropologue Julien Clément. Donc, Julien est un diplômé d'école normale supérieure. Il a travaillé sur un sujet très intéressant qui est le rugby aux îles Samoa. Et alors, il aurait aimé que l'équipe du Samoa gagne, mais il n'avait pas assez de remplaçants, ils étaient épuisés. Mais il nous dira aussi comment l'œuvre de Lévi-Strauss résonne en lui, l'a éclairé, et lui aussi, comme ce grand maître a commencé par la connaissance du terrain, puisqu'il a vécu sur son terrain de recherche pendant plus d'une année. Avec Pierre Nora, merci d'être là, Pierre, ce soir. C'est une autre tribu qui est là, c'est l'Académie française, puisque vous avez été un confrère, un collègue d'éternité avec Claude Lévi-Strauss à l'Académie française. Bien sûr, l'histoire, donc c'est très important pour nous d'avoir ce regard de l'historien dont vous êtes une des grandes incarnations aujourd'hui, à travers à la fois vos ouvrages, ceux que vous avez publiés dans vos collections chez Gallimard, la revue Le Débat aussi, c'est vous qui l'avez fondée. Et on aura évidemment profit à vous écouter sur le parcours de Claude Lévi-Strauss, anthropologue, et les résonances avec l'œuvre de l'historien. Et enfin, Jean Daniel, merci beaucoup, Jean, d'être là. Non, je ne vais pas faire plus court que pour les autres, il n'y a aucune raison, Jean. Donc, Jean, comme vous le savez, c'est difficile de présenter Jean Daniel et de dire des choses qu'on ne connaît pas. Fondateur du Nouvel Observateur, j'allais dire un peu aventurier de la plume, parce que c'est à la fois un écrivain, un journaliste, un grand reporter, un journaliste engagé qui a une œuvre importante depuis ses premiers écrits, L'Erreur, ce premier roman, et puis ses livres très, très personnels, Les Soleils d'hiver, L'Ère des ruptures, et puis ses livres sur Camus, dont il est beaucoup question en ce moment, et puis votre dernier livre, Les miens, où vous rendez hommage à beaucoup de ceux qui vous ont accompagné dans votre parcours à la fois personnel et intellectuel. Alors, il n'y a pas Claude Lévi-Strauss dans ce parcours, mais dans un éditorial il y a une dizaine de jours sur l'héritage de Claude Lévi-Strauss, vous disiez que vous l'aviez rencontré 5 fois, 5 longs entretiens, ou 4 fois, et 5, et vous nous direz tout à l'heure qu'est-ce qui vous reste aussi à vous de ces rencontres passionnantes et pour lesquelles on vous envie déjà. Je me tourne vers vous, Françoise Héritier, pour vous demander, d'abord, pour commencer cette discussion, ce débat, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Claude Lévi-Strauss ? Parfaitement bien. Parfaitement bien, parce que j'étais... La première fois où je l'ai vu, c'était dans un petit bureau qu'il occupait avenue d'Iéna. Et j'étais vraiment une très jeune femme.
Lui, il devait même pas avoir 50 ans, et il me paraissait vieux. Et, et nous avions eu une discussion extrêmement formelle, puisque j'allais le voir pour obtenir ses encouragements et son aide pour une mission à Haute-Volta, qui était à l'époque la Haute-Volta, qui est maintenant le Burkina Faso. Et je me souviens d'un impair que j'avais commis, qui tenait à ma naïveté et à ma méconnaissance du milieu, et qui montre que Lévi-Strauss avait le sens de l'humour, parce que il m'avait parlé non, pardon, je voulais être candidate au CNRS, c'était ça. J'étais candidate à l'entrée au CNRS, et il m'avait dit qu'il fallait voir un certain nombre de personnes dont il m'avait énuméré les noms, et parmi eux, il m'avait dit de voir le père Pâle. Et moi, le père Pâle, ça je ne connaissais pas, mais ça voulait dire que c'était un religieux. Et à la fin, très timidement, je lui ai demandé où on pouvait rencontrer le père Pâle. Et il a éclaté de rire, parce que ce n'était évidemment pas un père. Il l'appelait le père Pâle, comme nous pouvons le dire pour des personnes que nous connaissons, que nous fréquentons comme ça, assez proches. Mais il ne pensait pas que je pouvais ignorer l'existence institutionnelle de ce monsieur. Et il avait beaucoup ri, et moi j'avais eu beaucoup honte. C'est ma première rencontre avec lui. Vous avez dit, après sa disparition, que sa voix était très impressionnante, cette voix un peu tremblée, et ce regard qui vous scrutait, et vous vous décomposiez. Oui, non, je ne crois pas avoir jamais dit qu'il me décomposait, moi. J'ai le sentiment que la plupart des personnes que je connais et qui ont rencontré Lévi-Strauss, sans être de ses proches, j'ai eu la chance d'être relativement proche, puisque j'étais dans son laboratoire, étaient décontenancées par à la fois l'attitude incroyablement courtoise et affable de Claude Lévi-Strauss. Il n'y avait pas plus affable que lui. La manière dont il introduisait, faisait rentrer un visiteur dans son bureau, l'amenait à s'asseoir dans un fameux fauteuil où personne ne savait comment l'installer, parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir en sortir devant lui. Et il avait en même temps cette voix ferme, en même temps voilée. Enfin, moi, je l'entends comme voilée, qui a énormément de résonance et énormément de dignité, et un regard d'une perspicacité absolue. Je ne sais pas si Madame Lévi-Strauss, dont je salue la présence ici, serait d'accord avec moi pour dire qu'il y avait une légère dissymétrie entre ses yeux, et que son œil droit avait un regard plus perspicace que l'œil gauche. En tout cas, je le ressentais comme tel, et je crois que beaucoup de personnes le ressentaient comme tel. Donc quand on était devant lui, on avait le sentiment à la fois d'avoir l'accueil bienveillant de l'œil gauche, et puis cette manière scrutatrice profonde qui vous transperçait jusqu'à l'os, et qui faisait que beaucoup de gens se sentaient vraiment très désarçonnés devant lui. Alors voilà déjà le début d'un portrait. Pierre Norin. La première fois que j'ai vu Claude Lévi-Strauss, j'avais dû déjà le rencontrer un tout petit peu avant la première fois, dont j'ai un souvenir extrêmement net, que je peux me dater en 1966, et qui n'est pas tout à fait à l'honneur de la maison d'édition que j'ai servi toute ma vie, mais qui est peut-être intéressant pour l'histoire des idées. C'est que quand je suis entré chez Gallimard en 1966 pour faire des sciences humaines, ça me paraissait impensable que Lévi-Strauss ne soit pas là, au centre. Donc je suis allé le voir au Collège de France, effectivement, et il m'a gentiment dit, pour vous, tout ce que vous voudrez, oui, mais pour Gallimard, rien. Ah bon? Et alors, de fil en aiguille, alors qu'il était très réticent au départ, il a fini par me raconter plusieurs histoires qui étaient très drôles, plus drôles les unes que les autres. La première, c'est que après les structures élémentaires de la parenté, enfin après cette époque-là, il devait déjeuner avec Caillois, avec lequel ensuite il a été très mal, puis qu'il l'a reçu ensuite en 73. Donc, Roger Caillois, dont la Roger fonction Caillois, était chez Gallimard. qui était chez Gallimard et qui avait dû l'emmener dans le bureau ovale où on tient actuellement les comités de lecture et où il y avait autrefois le bureau de Gaston Gallimard, qui, dès qu'il apercevait quelqu'un dont on parlait vaguement ou qu'on lui amenait, commençait toujours à dire « Alors monsieur, qu'est-ce que vous faites pour nous ?» Ça voulait dire pour la NRF. Alors Lévi-Strauss lui aurait dit ben, « Je veux bien faire une chronique culinaire. » Et évidemment, à l'époque, Gaston n'a pas donné suite. Et croyait que c'était, voilà. Et puis la deuxième histoire,
il m'avait dit qu'il avait envoyé je sais à peine dire le nom, mais c'est pourtant le nom qui est intéressant parce qu'il est sartrien, à Brice Parrain, le projet de Triste Tropique. Et que Brice Parrain lui avait raconté, ou lui avait répondu, ce qui à l'époque est une phrase intéressante, oh, les voyages n'intéressent pas les Français. C'était en 1955. Et puis la troisième, c'est que, semble-t-il, pas découragé, il lui avait envoyé le plan de l'anthropologie structurale à Brice Parrain. Et que Brice Parrain lui aurait envoyé une lettre que je n'ai pas vue, mais dont je ne doute pas, lui disant il vaut mieux ne pas entrer chez Gallimard avec un recueil d'articles, mais avec un vrai livre. Et puis, comme dans tous les recueils d'articles, c'est à certains égards un peu inégal, et certains, me semble-t-il, la pensée n'est pas mûre. Alors j'imagine Claude Lévi-Strauss devant une lettre pareille, je comprends qu'il ait planté chez Plon. Chez Plon.